Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, si on en parlait plus tôt avec Gérard Deltel, le scandale Arrive-Can ne cesse de se déployer, en fait, de dévoiler de nouvelles facettes. On essaie de comprendre ce qui s'est passé, les récits s'entrecroisent au point de faire une forme de brouillard, mais on comprend quand même qu'on n'y comprend rien, sinon que quelqu'un s'est fait avoir, et ce quelqu'un, c'est nous, les contribuables. C'est bien Pour en dit. parler, nous recevons Emmanuel Latraverse, notre analyste politique. Emmanuel, bonjour. C'est un très bon résumé que tu viens de faire finalement. Ça va mal. Mais allons au-delà du résumé et explique-nous, parce que je lis ça, j'essaie de comprendre, puis je sais que finalement, on a l'impression de s'être fait avoir, pour le dire poliment, mais par qui, par quoi, de combien de manières, de quelle façon, et ça coûtait combien, ça c'est plus compliqué. Ben, moi, je pense que la réponse très simple, c'est qu'on s'est fait avoir par une machine gouvernementale qui est complètement et totalement et entièrement déréglée. Ça, c'est clair, c'est simple. Parce que ce qui est arrivé hier, c'est que le président de GC Strategies est venu témoigner pour une 3e fois, mais tu sais, genre, reculons, c'est un euphémisme. Il a fallu un ordre du Parlement, des huissiers pour le forcer à y aller, parce que lui dit qu'il est en congé de maladie à cause du stress que tout ça lui a causé et que donc il témoignait contre la vie de ses médecins. Puis que tout le monde l'avait jugé de manière absolument horrible. L'espèce de réquisitoire qu'il a fait à l'ouverture de son témoignage était absolument magnifique. Et lui prétend que c'est pas vrai qu'il y a eu pour 19 millions de dollars de contrats sur Arrive-Can, dit que la vérificatrice générale s'est trompée, qu'elle a rien compris et que voilà et que donc on est en train de tout mélanger. Parce que lui, ce qu'il explique, c'est il dit finalement, si la vérificatrice générale en arrive à la conclusion que j'ai eue pour 19 millions de dollars de contrats, c'est que dans les livres du gouvernement, c'est pas clair. Donc, c'est pas que moi j'ai fraudé qui que ce soit, mais c'est que au gouvernement, sa thèse à lui, c'est de dire que à l'Agence des services frontaliers, ils ont mis sous la rubrique Arrive-Can d'autres contrats pour être certains d'avoir le financement. Mais entre toi puis moi, c'est pas mieux. C'est que lui a eu 19 Ouais, millions de dollars de contrats ou que les fonctionnaires de l'Agence des services frontaliers ouais. aient décidé que Arrive-Can était un bar ouvert, fait qu'on allait faire passer plein d'autres bébelles pour Arrive-Can. D'une façon ou d'une autre, c'est complètement loufoque et ça démontre une désinvolture absolue à l'égard de comment on dépense l'argent des contribuables, là. Et c'est Ouais, ça que d'absolument mais la- affolant. Mais c'est important parce que là, il y a différentes manières de. Le récit est. Il y a le récit 1. Un organisme aurait réussi à, là je le dis sur le mode conditionnel, aurait réussi à frauder, entre guillemets, je ne lance pas d'accusation, je dis c'est ce qu'on entend, aurait réussi à frauder le gouvernement. Récit 1, et le gouvernement se serait fait avoir. Récit 2, le gouvernement est d'une incompétence telle qu'il est incapable de classer minimalement ses dossiers de correcte manière, et ça crée l'effet d'un scandale qui vise un groupe, alors que dans les faits, ça viserait sa propre administration. Ou hypothèse 3, à travers tout ça, la crise de la COVID nous a tous rendus fous. Et au final, personne ne savait ce qu'il faisait et des milliards ont été gaspillés pour se donner l'impression qu'on faisait quelque chose. Encore une fois, j'arrive là avec des points d'interrogation dans les yeux. Ben, entre l'hypothèse 1 de la compagnie qui a surfacturé et l'hypothèse 2 d'une machine gouvernementale complètement déréglée qui ne sait même pas comment classer ses papiers, on ne le sait pas. C'est lequel des deux. Puis je pense objectivement que la seule façon de démêler les choses, ça va être via des enquêtes policières et tout le reste. Sur ce côté-là, le mystère demeure entier. Mais il y a une chose qui est claire et qui, d'après moi, est encore plus grave. C'est qu'on peut certainement évacuer, je crois, ton hypothèse 3. On peut. C'est pas un enjeu de dire tout le monde était fou, c'est un bar ouvert, on a fait n'importe quoi, la COVID tu sais, nous a fait basculer dans une réalité parallèle complètement hallucinée. Parce qu'il y a une constante dans tout ça, et c'est ce que moi, puisque je suis un peu têteuse des fois, je trouve le plus intéressant, c'est l'histoire au-delà de l'histoire. Parce que ce qui est fascinant, c'est qu'on l'écoute témoigner, ce PDG de GC Strategies, lui, il a l'air d'un gars qui est tombé des nues.
OK? Moi, j'en ai vu des gens là, se faire traîner en comité parlementaire parce qu'on les accuse d'avoir fraudé puis d'être à l'origine d'un scandale. Là. Généralement, il y a un minimum de gêne, de honte, d'essayer de faire croire que c'est pas vraiment ça qui est arrivé. Alors que lui, sa défense, c'est de dire, vous n'avez rien compris, c'est de même que ça marche. Et c'est de même que ça marche, c'est quoi finalement? C'est qu'au gouvernement, pour les contrats de TI, là, de technologie de l'information, Hein? c'est comme ça que fonctionne l'industrie selon ce président-là, c'est de dire le gouvernement donne un contrat à une firme qui ne sert que d'entremetteur. GC OK. Strategies et ses 2 employés. C'est pas eux qui allaient faire l'application Arifcan. Lui dit, tu sais, on lui demande comment ça se fait que ça a coûté si cher, etc. Il dit, je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça, ce qui Oui. Alors, n'empêche pas d'encaisser quelques millions au passage. ben justement, lui, ensuite, sous-contracte le travail à différentes entreprises qui le sous-contractent finalement au mec qui est assis derrière un ordi puis qui finit par la faire, le truc. Mais à chaque fois que tu as un entremetteur, tu as une commission de 10 à 30 OK. Alors, Mais c'est un système pense-y. de confiscation du bien public, ça. Je dis pas Ben, les exactement. responsabilités individuelles, mais c'est un système qui crée les conditions d'un enrichissement de toute une série d'intermédiaires. On n'accuse personne individuellement Ils font là-dedans, rien. mais un enrichissement d'intermédiaires qui font rien, sinon de relayer le. En fait, ils Sinon relaient le d'avoir ballon un, jusqu'à celui qui va être capable de dribbler. sinon d'avoir un bottin téléphonique, tu sais. Alors, j'ai besoin de ça, j'appelle Mario, j'ai besoin de ci, j'appelle Jean-Pierre. Et Mais donc, comment on fait pour mais avoir ce job-là? Attends, je veux ce job. Je veux dire, s'il s'agit simplement de servir de relais et d'encaisser 2,5 millions, j'ai raté ma vie. Quelqu'un a mieux compris que moi comment on a devenir tous riche dans ce raté monde. notre vie. Mais ce qu'il y a d'hallucinant, c'est que moi, ce que je veux comprendre, c'est est-ce que cette façon de faire est exclusive à l'Agence des services frontaliers ou est-ce que, tel que les différents témoignages qu'on entend depuis le début nous laissent croire, c'est comme ça que ça marche. Mais si c'est comme Donc, il y ça que aurait ça marche, donc une c'est débile. institutionnalisation. Attends, si je te comprends bien, il y aurait une institutionnalisation d'un système de relais où le monde se passe la POC en gardant un morceau chaque fois. Mais, non, mais comment ne pas être au seuil de la révolte antifiscale quand on entend ça? Mais non, mais c'est ça, je veux dire, tu as un gouvernement qui a des centaines de milliers de fonctionnaires dans un monde numérique où une des expertises les plus importantes à avoir dans le monde d'aujourd'hui quand tu gères un gouvernement, c'est les technologies de l'information. Puis là, tu apprends par le biais d'une application qui aurait, tu sais, comme pour enregistrer nos vaccins COVID, là, tu sais, qui est comme absolument mineur dans l'histoire des contrats gouvernementaux, là, que finalement, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on donne des contrats à des intermédiaires qui se chargent de les donner à d'autres intermédiaires qui finalement les donnent au monde qui font le travail. Alors, premièrement, tu dis, on a un système qui inévitablement fait en sorte que tous les contrats de TI coûtent 30 trop cher. Mais c'est absurde. Et non seulement ça, on a un système qui repose sur des contractants extérieurs au lieu d'avoir, puis là, tu sais que je vais pas plaider pour le fait de gonfler démesurément la taille de la fonction publique, mais c'est débile que finalement, on s'en remette systématiquement à, à des contractants extérieurs qui, au lieu d'avoir cette expertise-là à l'interne, puis après ça, tu te demandes, tu dis comment ça se fait que le truc comme le système de paye Phoenix n'est pas réglé 15 ans plus tard, Ouais. ben c'est pour ça. Parce que ces sous-contractants-là, ils n'ont aucune. Leur responsabilité, leur engagement est très limité. C'est pas eux qui gèrent les dommages de ça. Et d'après moi, dans Arrivcan, il est là le vrai scandale, au-delà de l'histoire d'une application qui aurait dû coûter à peu près 200 000 à faire, puis qui en a coûté 60 millions. Alors, ton propos, si je peux me permettre, confirme l'importance. Je recevais juste avant toi Michel Kelly-Gagnon, qui est le président fondateur de l'Institut économique de Montréal. C'était sur la philosophie libertarienne. Puis moi, qui ne suis pas libertarien, ni de tempérament, ni de conviction, j'ai toujours pensé que la philosophie libertarienne pointait quelque chose d'important dans le dérèglement de nos sociétés. Et t'entendant, je me dis qu'il y avait peut-être pas tort quand même de dire qu'on doit l'entendre davantage, cette critique des dérèglements fondamentaux d'un étatisme qui ne se voit même plus aller.
Non, non, mais je veux dire, tu vois ce qui se déroule en ce moment dans ce petit scandale objectivement d'ArriveScam, ArriveCan, plutôt ArriveScam, c'est comme ça que les conservateurs l'appellent. Ouais. Puis tu as envie d'aller relire Ayn Rand, là, tu sais, tu dis ça se peut pas, c'est comme si on vit dans un système qui récompense l'incompétence, la paresse et le désengagement. Et après ça, on se demande pourquoi les gens sont cyniques et ont un désaveu à l'égard de leurs institutions publiques et politiques. Là, c'est pas très difficile. Puis je pense qu'objectivement, c'est la raison pour laquelle, de tous les scandales qui ont frappé le gouvernement Trudeau, celui-ci est celui qui interpelle l'imaginaire collectif. Ouais. Parce que même si c'est très compliqué en termes de détails, contrat, sous-contrat, etc., monsieur, madame, tout le monde comprend très simplement ce qui s'est passé et monsieur, madame, tout le monde comprend que ça incarne tout ce qui cloche finalement avec l'appareil du gouvernement fédéral en ce moment. Alors, parlant de socialisme autoritaire et écologisme autoritaire qui peut bouleverser une société, Bon, parlons de la... bon. À chacun ses introductions. La densification est annoncée par les autorités, donc le projet de densification de Montréal par la construction de tours d'habitation qui transformerait complètement les quartiers, qui transformerait le visage de Montréal, qui transformerait Montréal, qui est une ville à échelle, à taille humaine, en espèce de mini-mégalopole surpeuplée, au nom, si j'ai bien compris, de la lutte contre l'absence de logement et pour lutter probablement contre les changements climatiques, encore une fois, ça rentre là-dedans. Que t'inspire cette présentation tout à fait neutre et non engagée de ce projet? Ben, ça m'inspire que tu réponds parfaitement au débat autour de ce projet-là, c'est qu'il suscite le réflexe viscéral du pas dans ma cour. Ça fait des Ah années, ben, on fascinant. parle de crise du logement, on parle de complexité Non, mais, des réglementations municipales pour réussir à faire sortir des projets de terre. Et là, on a une administration qui réfléchit à comment, entre autres, simplifier les règles, assurer de densifier Montréal parce que, objectivement, un des problèmes en termes de vigueur économique, sociale, tu sais, des fois, on a l'impression que Montréal se meurt, là, ben, c'est parce que les gens ne veulent plus y habiter et tout le reste. Alors, tu te dis, comment est-ce qu'on reconstruit et on réinvente la ville de demain? Il faut permettre de construire autre chose que des duplex et des triplex à 3 étages comme il y a partout à Montréal. Est-ce oui, qu'on c'est peut voir formidable. des quartiers, des rues, des endroits où on permet des immeubles plus élevés? Et là, bon, on a le réflexe de « Ah, mégalopole ». C'est ça. Non, 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 non. Moi, je te présente les choses autrement. On consent par folie à une augmentation démesurée de la population par tu sais quoi, vague migratoire, plus vague migratoire, plus vague Oh, migratoire. tu vas pas Ensuite, blâmer on les dit, immigrants là-dessus aussi, là, je ne pas come les on. migrants, je ne pas les immigrants. Je dis que l'augmentation de la population qui crée une crise du logement est indissociable de ça. Je pense qu'on conviendra. Factuellement, l'augmentation radicale de la population crée une crise du logement. Je pense qu'on demeure dans pas les blâmer les immigrants, on demeure dans le factuel. Donc, il y a ça. Ensuite, non, je pense que je reconnais dans ton silence un aveu. Non, tu ne reconnais Deuxième pas dans mon élément silence parce que la crise du logement a est des causes antérieur. oui, on baisserait, elle Bien est sûr. antérieure à l'enjeu de l'immigration et de toute façon, il faudrait la résoudre. Mais justement, il y a une autre dimension que j'allais te soumettre, qui est la dimension de ce que j'appelle l'écologisme autoritaire. Donc, on nous dit aujourd'hui, il faut densifier véritablement. Il y a la crainte, ça, c'est un propos qui circule de plus en plus dans certains milieux. Il faudrait s'assurer que les gens ne vivent pas dans des logements trop grands pour eux, parce qu'ils prendraient de l'espace qui reviendrait aux autres. Je m'excuse, mais il y a quand même là-dedans une forme de planisme assez inquiétant où on entrave sur le droit de propriété, on défigure une ville, puis on dit que finalement, cette ville, on va la transformer en fourmilière plutôt qu'en ville à caractère humain, ce qui était Non, quand même on le n'est charme de même pas Montréal. rendu là. Je veux dire, Si, 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 comment on y va, on s'y dirige, on s'y on dirige. y va? Oui, alors on est devant un beau moment où notre cher Mathieu Bocoté nous prévient ce qui va arriver dans 15 ans. Puis Et dans j'ai 15 généralement ans, raison. Et j'ai tu n'as généralement pas raison. toujours raison et ça peut À peu être près. bien fait. Je te donne un exemple. Pourquoi est-ce que, de facto, c'est pas décidé que si on investit des milliards de dollars à construire des REM, des projets de transport en commun et de tout le reste, qu'on ne règle pas d'emblée l'idée que le zonage de ces projets-là doit être fait en fonction de construire des habitations autour? Numéro 1. Ça, c'est un Ouais. problème fondamental, existentiel à régler. Est-ce que tu défigures automatiquement une ville quand, sur certaines artères commerciales, tu permets finalement que les immeubles soient
plus élevé pour qu'au-dessus des commerces, il y ait des condos, des appartements et tout le reste. Moi, je peux te dire, là, je me permets, j'ai en mémoire un quartier d'Ottawa qui s'est gentrifié, et cetera, comme beaucoup de quartiers de grandes villes, où petit à petit, sur la rue, qui était la rue commerciale, on a construit des commerces en bas et des appartements en haut, des tours de, je sais pas moi, 10 étages, mettons. Ça n'a absolument pas défiguré le quartier. Au contraire, ça l'a revigoré. Il y a plein de commerces, il y a plein de trucs maintenant. Puis il y a les mêmes parcs dans le quartier, puis dans les Permets-moi de ne rues. pas comparer Montréal à Bytown, mais c'est pas exactement. Come on! Tu peux faire la même chose. Je veux dire, est-ce qu'il faut Non, absolument que sur ta rue Bernard ou sur ta rue Laurier, il n'y ait pas d'immeuble de plus que 3 ou 4 étages? ça serait quand même une bonne chose et on pourrait appliquer le principe. Moi, je suis fasciné de voir à quel point derrière ça, il y a une forme d'ingénierie sociale sous le signe de l'écologisme, hein, sous le signe parce qu'il y a une augmentation radicale de la population qu'on ne saurait toutefois expliquer. Probablement un boom des naissances, ça m'apparaît évident, ou c'est peut-être pas ça. Et là, autrement dit, on gère les conséquences de décisions politiques insensées. Et ensuite, avec le petit côté autoritaire des écolos. On ne gère pas une conséquence, on cherche une façon de faire en sorte que les gens habitent plus proche de où ils travaillent, pour qu'ils habitent plus proche des lieux, des artères commerciales et tout le reste, pour ne pas être obligés d'avoir une voiture pour aller chercher une pinte de lait, pour pas être obligés de faire 40 kilomètres pour aller au boulot. Ça veut dire qu'il faut densifier la ville. Si tu densifies la ville, ben, il faut que tu trouves des places où mettre les gens. On va quand même pas les mettre dans le Mont-Royal. Alors, à un moment donné, tu peux revoir de manière intelligente la façon dont on construit et où on construit, justement. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un semi-détaché ou une unifamiliale, là. Alors, moi, je ne vois pas c'est quoi le problème. Je ne me porte pas garante du projet et de la réflexion de Montréal en ce moment. Je pense que c'est pas terminé. C'est beaucoup trop tôt pour être capable de juger, mais je suis absolument pas prête à appuyer sur le bouton de panique sous prétexte qu'il faudrait pas que sur la rue Laurier, il y ait des immeubles de plus de 3 étages. Dans 10 ans, tu diras que j'avais raison. Cher Emmanuel, c'était un plaisir de te parler. On se retrouve lundi pour la suite de nos échanges. Au revoir. Bye bye. Chers amis, c'était un plaisir de traverser la semaine avec vous. Nous nous retrouvons donc lundi pour la poursuite du décryptage de cette actualité toujours foisonnante. À lundi, chers amis.